Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Afrique dans tous ses états. Cette émission, oui, qui donne la parole à ceux qui vivent l'Afrique au quotidien. Oui, un espace de partage où on discute des dynamiques du continent. Alors, chaque semaine, nous essayons de vous donner les sujets qui ont fait parler d'eux, l'actualité chaude du continent. Et 3 pays ont été choisis. Allez, destination le Mali. Mali 2020-2025. Quel bilan et quel défi pour la transition? On continue avec la Guinée. Constitution, sécurité et crise monétaire. Doumbia peut-il réussir sans transition? Bonne question. Et enfin, mesdames et messieurs, on va continuer avec le Gabon. Oui, le Gabon. Est-ce qu'on peut parler de xénophobie ou au contraire tout simplement de protection des ressortissants gabonais au Gabon? Mesdames et messieurs, voilà les 3 sujets que nous allons aborder aujourd'hui avec nos 3 invités. Monsieur Dr Ibrahima Poreko Diallo, vous êtes chargé de communication du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Bienvenue à vous. C'est un plaisir. Merci, bonjour à tout un chacun et bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup. On continue avec Maître Bala Cissé. Donc j'ai votre ouvrage ici avec moi. Vous êtes docteur en droit public et avocat au barreau de Paris. Vous êtes spécialiste en droit constitutionnel et en administration des élections. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont l'un est là. Alors je donne le nom, Le Mirage de la 5e République du Mali. Bienvenue à vous, Maître Cissé. Merci pour l'invitation. Bon débat aux co-débatteurs. Merci bien. Et on finit avec Babadem. Babadem, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste et pas que, bien sûr. Bonjour Aïssatou, bonjour à mes co-panélistes et aux commentateurs et téléspectateurs. Exactement, on remercie les téléspectateurs et bien sûr les commentateurs. Et d'ailleurs, j'ai quelques noms, donc on vous remercie pour tous les commentaires que vous avez pu faire donc, dans nos différentes émissions, et notamment la dernière. Alors, je dis bonjour à Audi Serge, 1536, Lamine Diawara, Chef Ram Manson John, Sidrik Taboula, Youssouf Diarra, Betcho, Mamadou Diakité, Ibrahima Diarasouba. Merci et continuez à commenter nos différentes émissions. Allez, mesdames et messieurs, on commence tout de suite avec le premier sujet, destination le Mali. Mali 2020-2025, quel bilan et quel défi pour la transition? Petite introduction et ensuite on débat. Allez, c'est parti. Le 18 août 2020, le président Ibrahim Boubacar Keïta, comme vous le savez, est renversé par un coup d'état militaire. Depuis, le Mali vit sous une transition conduite par le général Assimi Goïta, officiellement investi président de la transition en juin 2021. Les colonels puis généraux au pouvoir s'étaient engagés à restaurer la sécurité, refonder donc l'État et organiser des élections dans un pays sécurisé. 5 ans plus tard, en août 2025, donc août que nous sommes, le bilan reste débattu. Sur le plan diplomatique et militaire, le Mali a rompu avec la France, renforcé donc son partenariat avec la Russie et s'est rapproché du Burkina Faso et du Niger, bien sûr, en créant l'AES. Sur le plan interne, malgré quelques victoires, la sécurité reste fragile au Mali, au centre et au nord, et le retour à l'ordre constitutionnel a été reporté et les partis dissous. Et enfin, 2 faits récents alimentent le débat, mesdames et messieurs, l'arrestation de l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga et une tentative de coup d'État déjouée avec l'arrestation de militaires. Question, mesdames et messieurs, et à vous, chers panélistes, le Mali a-t-il, sous la conduite du général Assimi Goïta, consolidé sa souveraineté et ses institutions ou s'enlise-t-elle dans une impasse politique et militaire? Voilà, mesdames et messieurs, les premières questions. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, chers panélistes, je vais vous faire on va faire un tour de table. Bilan août 2020, août 2025. Quel bilan faites-vous de la transition malienne? On va commencer par le Malien du plateau. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup, Madame Traoré, pour l'invitation. Alors, la transition, lorsqu'on va parler du bilan de la transition, il y a un principe quand même qu'il faut savoir, on n'échappe pas à son propre bilan. C'est-à-dire que toute personne dans la gouvernance de l'État, on n'échappe pas à son bilan. Alors la transition, le bilan, le 5 ans, c'est un quinquennat, il faut rappeler quand même en droit, dans les droits constitutionnels, il y a un principe, c'est la durée du mandat. On sait quand même que si nous sommes dans les continents américains, le mandat est de 4 ans. Si nous sommes dans les systèmes français, le mandat est de 5 ans. Après, il y avait eu des mandats de 7 ans. Bref. Alors là, on a 5 ans, on a un mandat, le premier mandat de la transition qui, 18 août, vous avez dit 18 août 2020, 18 août 2025, où nous avons 5 ans sur le plan, comme vous avez dit, sur le plan constitutionnel et institutionnel. Il y a des avancées quand même qu'il faut reconnaître quand même que
depuis 92 jusqu'à nos jours, le Mali n'a pas connu des révisions, des réformes constitutionnelles. On peut mettre ça au crédit des autorités de la transition. Pour la première fois, 32 ans, nous avons vu une nouvelle constitution qui n'a jamais eu des révisions constitutionnelles. Mais sur le plan quand même constitutionnel aussi, il y a d'autres réformes quand même qu'on laissait quand même au-delà de la nouvelle loi électorale, qui a des avancées aussi, qu'il y a d'autres qui restent à améliorer. Je pense que nous verrons peut-être si il y aura l'opportunité de voir qu'on peut faire certaines corrections à ça, des révisions, la loi électorale, même la nouvelle constitution, il y a un problème aussi. Le problème est quand même que quand on n'arrive pas à comprendre, il est promulgué, mais il ne peut pas rentrer en vigueur jusqu'à l'organisation des élections que vous avez dit. Donc, on verra ça, des propositions, comment on pourrait rentrer dans l'ordre constitutionnel, même sans élection, on pourrait faire ces partages. Mais pour résumer quand même que sur le plan politique, il y a un problème, comme vous avez dit, la justification du coup d'État, pour être très simple, la justification du coup d'État était qu'on voit une nouvelle forme de démocratie au Mali. Mais le problème est quand même que sous la transition, on a suspendu des activités des partis politiques, on a réactivé jusqu'à arriver à la dissolution. Donc on voit clairement quand même qu'une transition qui est en train de durer, qui n'a plus l'espace politique de s'exprimer. Quel était le but premier donc, de ce coup d'État? C'était la sécurité ou c'était plutôt la réforme des partis politiques? En réalité, nous avons M5. Il ne faut pas oublier quand même que c'est le mouvement M5 de RFP, des juin, qui a permis quand même le renversement d'IBK. Nous avons une révolution. La lutte a commencé par une révolution, si vous voulez, socio-politique. Voilà, à la fois, il y avait des acteurs de la société civile qui a abouti au renversement, d'où les militaires même disaient qu'ils ont venu parachever l'œuvre de la révolution. Mais moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça, ce n'est pas une question de critique. Je fais partie de ces Maliens qui pensent que nous avons connu un coup d'État, contrairement même à Choguel Kokalama qui parle de l'époque, qui avait une révolution, qu'il faut la rectification. Bref, donc il y a coup d'État. L'une des justifications du coup d'État ou le renversement d'Ibeka était trois thématiques. La sécurité, la dégradation de la sécurité, comme vous avez fait un rappel, aussi de parler de la question de la bonne gouvernance, et troisième aussi, quand même, qu'il y avait un problème aussi au Mali qui était la vie chère, des quotidiens des Maliens. Donc on pense que sous le régime d'Ibeka, la vie est chère, mais est-ce que les conditions socio-économiques, politiques, institutionnelles sont-elles améliorées ou pas? On viendra dans les détails. D'accord. Et donc pour le coup, quel bilan faites-vous? Moi je pense que... En termes de, on l'a dit, politique, militaire, vie chère, etc. Quel bilan faites-vous? Est-ce que vous considérez qu'il y a eu une amélioration tangible qu'on peut... Alors, moi, je pense que les bilans restent mitigés pour 2 points. Alors, en réalité, les promesses non tenues, il y a beaucoup de promesses quand même qui ne sont pas tenues. Il y a des avancées, il faut reconnaître. On ne peut pas gouverner, comme j'ai dit dès le départ, on ne peut pas gouverner d'échapper à son bilan, on ne peut pas gouverner parce que tout est négatif. Il y a des bonnes choses, il y a des bonnes avancées. Comme vous avez parlé, la question sur le plan international, on peut parler de la souveraineté, retrouver tout ce qu'on voulait. Aujourd'hui, la France, on peut dire que les partenaires ou les Occidentaux ne sont plus au Mali. Donc, tout ça, c'est bien. La diplomatie malienne aujourd'hui qui est agressive, mais c'est une diplomatie au nom de souverainisme. On peut revenir sur le nom du panafricanisme, au nom de tout ce qu'on veut dire, la lutte contre le néocolonialisme. Tout ça, c'est très bien. Mais la question sociale reste demeurée la question économique. Moi, je pense que là où la transition a beaucoup de choses à améliorer, c'est les défis économiques et sociaux. Parce que nous verrons quand même que le taux d'emprunt, la dette publique au Mali aujourd'hui, au niveau de l'UEMOA, le taux d'emprunt quand même est très élevé. Donc, si on voit quand même que, même au mois d'août, nous avons demandé à l'UEMOA de nous donner encore de l'argent qu'on paye que des fonctionnaires. Donc, il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais cela est dit aussi, je terminerai, cela est dit aussi dans nos choix des stratégies partenaires, parce qu'aujourd'hui, en réalité, on n'a plus de partenaires. Notre seul partenaire au recours, c'est la Russie. Donc, est-ce qu'il faut-il multiplier sa souveraineté? Oui, je suis d'accord, la souveraineté, mais est-ce qu'il faut-il multiplier ses partenaires? Parce qu'être souverain, c'est s'adapter. Est-ce que les relations entre le Mali et d'autres pays ne se normalisent pas? J'ai vu avec les États-Unis tout récemment, donc il y a des propositions de partenariat qui vont être mises en place. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Ça se normalise finalement. C'est une bonne chose, mais les cas de la France est très simple. Moi, je pense que pour le moment, les divorces est consommé entre le Mali et la France. Je ne crois pas remariage possible pour le moment. Il y a des conditions, je pense qu'entre les deux côtés, il y a des lignes rouges. Il y a des lignes rouges. Je pense que peut-être c'est des souhaits de tout Maliens qui un jour ça va être normalisé. D'accord. Donc je vais me retourner vers Babadem. Babadem, que pensez-vous? Quel bilan faites-vous finalement de la transition 2020-2025? Oui, en fait, j'ai repris quelques... En tout cas, j'ai noté quelques points positifs dans tout ce qu'il dit. Mais je pars du principe que quand le régime est venu, c'était un régime pour assurer la pacification du pays ou la sécurité. En tout cas, pour moi, c'est vraiment là où se trouve la priorité pour moi. À partir du moment où c'est la priorité, il y a une chose que je mettrai vraiment au crédit, et c'est vraiment factuel. 2012, l'arrivée de... Ça doit être Barkhane. 2021, quand ils sont partis, c'est 2021 ou en tout cas 10 ans, le Mali a été annexé, ou en tout cas n'avait pas le nord. Et le symbole, c'est la région de Kidal. Pendant 10 ans, ils n'ont pas pu
réussir à unifier le Mali en faisant de Kidal une partie intégrante du Mali. Ils sont arrivés en 2021, 2023 je pense, libération de Kidal. Pour moi, c'est un symbole très 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 fort et une réussite très forte. Je ne dis pas que ça a permis la pacification, mais on doit vraiment prendre ça comme un acquis symbolique et une victoire. Malheureusement, je vois que ce n'est pas quelque chose qui est, en tout cas médiatiquement, que ce n'est pas quelque chose auquel on fait vraiment référence, mais pour moi, ça c'est un point essentiel. Maintenant, après, je ne dis pas qu'ils ont éliminé les quelques attaques terroristes, mais on voit que ces attaques terroristes, ce qu'on voit avant, c'était des mouvements qui venaient et qui s'installaient. Aujourd'hui, maintenant, on voit plutôt des recrues locaux au lieu de des mouvements. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont pu éliminer quelque part la partie des terroristes qui voulaient s'installer et qui voulaient faire du Mali du Nord, en tout cas la partie nord, comme un califat. Les militaires ont réussi à au moins, ça c'est une réussite. Maintenant, le souci est que la sécurisation d'un pays nécessite l'unification, en tout cas une union sacrée de tout le monde, derrière le Mali pour la pacification du pays. Le seul souci que j'ai avec ce régime, c'est la partie après, on le dit, c'est la partie économie et sociale, c'était pas la priorité. Et forcément, lorsque on veut pacifier, mais le budget, l'armée, le renforcement de l'armée est tellement budgétivore que normalement ça a un impact sur la partie économie et sociale. Et donc pour moi, effectivement sur cette partie... Est-ce que c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, que le fait de devoir refonder une armée, etc., que le fait que ça nécessite énormément d'argent, bien que malheureusement on ne peut pas finalement aller sur les différents fronts, à savoir notamment la gestion économique du pays, une meilleure gestion économique du pays. Et encore pire, il y a eu aussi, on n'a pas oublié l'embargo, l'isolement du Mali, l'entrée en tout cas l'accès sur le marché, que ce soit marché monétaire, etc. Donc ils ont eu des difficultés par rapport à ça. Mais est-ce que cela justifie finalement le fait que... parce que beaucoup opposent cela et se disent, oui, effectivement, il y a l'armée, il y a la sécurité du pays, mais nous aussi, en tant que Maliens, nous vivons, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de travailler. Il faut aussi penser à nous. Oui. C'est vrai que mais généralement, on oppose... Aujourd'hui, maintenant, on parle presque plus de la pacification, mais on va parler de l'économie, le côté social. Moi, je pense que la priorité, c'est vraiment de sécuriser le Mali et la pacification. Et aussi, le régime a fait souvent des erreurs de communication. Contrairement, si on doit comparer, on peut le comparer avec le régime burkinabé, mais expliquez votre vision, expliquez là où vous êtes en train de mener le Mali, et avec éventuellement les réformes qu'on sache. Et c'est là où... Donc ce que vous dites, c'est que sur le terrain, la transition travaille, mais malheureusement, la communication n'est pas assez, importante pour pouvoir faire comprendre aux citoyens ce qu'ils sont en train de faire. S'il y a de la résilience, s'il y a de... Après, c'est surtout sur ça. Et puis, il y a des civils au niveau du gouvernement malien. Oui, mais c'est... On va peut-être donner la parole à la Guinée, donc, qui est représentée ici par Dr Diallo, donc la Guinée, pays voisin du Mali, pays frère même du Mali. Que pensez-vous donc, de cette transition? Donc août 2020, août 2025, ça fait exactement 5 ans. Oui, il faut savoir, pour faire le bilan, il faut faire une analyse globale de la situation, regarder les objectifs que les autorités, après la prise du pouvoir, les objectifs qu'ils ont définis. Le premier élément, c'était la restauration de l'intégrité territoriale. Est-ce qu'aujourd'hui, le territoire, ils ont pu faire la restauration de l'intégrité territoriale? Je pense que non, même s'il y a des progrès, aujourd'hui, le point-là, il n'est pas encore achevé. Donc finalement, est-ce que ça justifie qu'il y ait une prolongation de la transition? Non, pas forcément. Le deuxième élément, c'était l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes pour permettre de mettre en place des institutions légales et légitimes. Mais aujourd'hui, nous voyons ils n'ont pas pu organiser les élections. Et le troisième élément, il faut saluer en tant qu'Africains les progrès concernant la mise en place de l'organisation des États du Sahel. C'est un élément, je pense, qui est important pour essayer de faciliter le libre-échange entre ces différents pays. Mais il faut aller au-delà pour essayer de faire le panafricanisme moderne.
ces termes, c'est pour dire qu'il faut traiter avec tout le monde. Il ne faut pas dire que la diplomatie, il faut rompre complètement avec la France ou avec les autres puissances. Je pense que c'est quelque chose qui ne permet pas le progrès du pays. Ça va aussi approfondir la crise à l'interne. Je pense qu'il faut voir si les partenariats il est gagnant-gagnant. Il faut traiter avec tout le monde. Est-ce que vous pensez que le Mali a déjà dit ou a déjà fait entendre qu'elle souhaitait une rupture avec un quelconque pays? Oui, je pense qu'avec la France, c'est connu par tout le monde. On a vu les informations et les événements qui se sont déroulés entre 2021 et 2024. Ils ont pratiquement... il y a une dislocation diplomatique entre les deux États. C'est assez compliqué pour favoriser les retours à l'accompagnement de la France par rapport aux investissements locaux qui pourront éventuellement faciliter la mise en place des infrastructures locales, mais aussi pour faciliter... Donc il y a une mésentente qui fait qu'il y a une rupture en termes au niveau des relations. Mais je pense que pour aucun pays, il y a une volonté finalement de rompre, aussi bien pour la France. Je ne pense pas que la France a pour objectif de rompre avec le Mali, comme le Mali n'a pas forcément l'objectif de rompre avec la France. Mais est-ce que ceux-ci ont les mêmes intérêts? C'est peut-être ça la vraie question à savoir. Si on n'a pas les mêmes intérêts, on ne peut pas travailler ensemble. Oui, mais je pense qu'il faut discuter en tant qu'État. La diplomatie, elle est capable d'avoir des traités, des partenariats gagnant-gagnant entre les États. Il faut définir les domaines dans lesquels vous allez négocier. Si c'est dans le domaine des infrastructures, si c'est dans le domaine militaire. Je pense que c'était le partenariat qui était plus vu avec la France. Maintenant, et en termes économiques, est-ce que vous pensez? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. On a l'impression qu'il y a une véritable rupture donc très nette entre certains pays, alors que ce n'est pas forcément le cas, parce que finalement, il y a toujours des échanges économiques, il y a toujours des partenariats économiques, il y a toujours des entreprises, par exemple, françaises au Mali, etc. etc. Donc est-ce que cette rupture, elle est aussi radicale que cela, Baba ou Maître? Non, je pense pas que... Moi, je pense que je m'inscris dans la même dynamique que Diallo. En fait, en réalité, la rupture n'est pas totale, mais en réalité, jusqu'à quand? Est-ce que, comme Diallo l'a dit, je pense qu'il y a un temps pour renégocier, de revoir. Moi, je pense qu'être souverain, la souveraineté est un concept qui est très cher à nous, les publicistes ou les constitutionnalistes. Mais être souverain ne signifie pas, comme il a dit, de vivre dans un monde à part, en fait. Être souverain, c'est avoir la capacité de s'adapter aux autres partenaires dans une coopération, comme il a dit, gagnant-gagnant, voire même dans une coopération renégociée à sa faveur. On ne dit pas qu'on est souverain, qu'on est dans le bilatérisme, que on est deux avec un partenaire aujourd'hui qui est seul la Russie. Moi, j'ai une position sur ça qui est claire. En fait, on ne délègue pas sa souveraineté. Voilà, ce n'est pas une question de critique. Moi, je pense que, certes, Diallo, il a dit quelque chose que je partage. On ne peut pas dire que oui, c'est vrai, on est souverain, on va rompre tout avec la France, mais on va aller avec la Russie. Qu'en est-il des contrats qu'on a conclus avec la Russie et les partenaires? On ne voit rien. Les questions de transparence, tout ce que la transition reproche aux politiques, on peut reprocher à la transition. Comme il a dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour être très simple, moi, ce qui me dérange en tant que Malien, que c'est vrai, il faut tenir tête à tous les États dans un rapport, parce que les États n'ont pas des amis. Et voilà, les États, chaque État défend ses intérêts. Mais si notre intérêt est d'avoir une relation équilibrée, on veut cette relation. Mais jusqu'à quand on va retourner? Après, moi, je vois, quand on parle de rupture, on a l'impression qu'on se focalise sur deux entités, la France et éventuellement la CEDEAO. On a l'impression que ce sont ces deux éléments qui font le monde. Or, si on voit bien le Mali, mais plus que récemment, en tout cas l'année 2025, on a vu le nouveau président du Ghana y aller, en tout cas signer éventuellement des conventions, c'est une bonne chose. des rapports commerciaux. Le président sénégalais y a été, le premier ministre même sénégalais y a été. Que ce soit, il y a la Guinée aussi, donc il n'y a pas de rupture. C'est-à-dire, j'ai l'impression que si on est en conflit avec la France, on est en conflit avec le monde, et c'est pas ce que je vois avec Finalement, comment vous réagissez à ça? Parce que c'est assez factuel ce qu'il dit. Parce que vous avez cité à plusieurs reprises les relations entre le Mali et la France, mais est-ce que finalement, il n'y a que ces relations-là? Est-ce qu'on peut dire parce qu'on ne travaille plus avec la France, on est en autarcie? Non, pas forcément. Voilà. Pas forcément. Il faut savoir que la France, quand même, c'est les pays colonisateurs du Mali et beaucoup d'autres pays africains. Donc c'est pour cela, déjà, il y avait une collaboration qui existait entre ces États. Je pense qu'il y a une rupture totale et brutale avec l'ancienne puissance.
ça peut entraîner des défaillances locales qui peuvent engendrer des conséquences locales. Je pense que c'est important qu'il y ait une diplomatie puissante, mais dire une diplomatie puissante ne dit pas dire il faut rompre avec les anciennes puissances ou avec les autres États. Il faut rester dans une négociation, dans un partenariat gagnant-gagnant qui permettra au Mali et aux Maliens de pouvoir développer leur infrastructure locale, mais aussi entraîner un développement local. Oui, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Oui, moi je suis d'accord avec le Baba. Si on regarde, je suis d'accord qu'on va essayer de paxer des partenariats. Avec Baba, pas avec Baba oui, avec des partenaires avec qui soit le Nigeria ou le... Mais c'est qu'il ne faut pas oublier quand même que l'opérateur, le pays qui beaucoup le Mali a besoin de ces pays quand même, c'est la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier quand même notre relation. On n'a pas une bonne relation au niveau de la diplomatie avec la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, ça va. On peut dire le Sénégal sous le nouveau régime, ça va. Mais avec le Sénégal, avec Macky Sall, ce n'était pas les mêmes relations. On sait quand même que Diomaye et Sonko, ils ont un œil panafricanisme qui fait l'ouverture avec les régimes qui sont en place, qui sont le Niger ou le Burkina Faso. Je suis d'accord avec ces crédits. Mais toutefois, moi, ma question n'est pas qu'on va aller se redonner à la France. Ma question est simple comme Diallo. On doit s'imposer, on va s'imposer pour nos intérêts. Si nous ne sommes pas capables de nous imposer pour nos intérêts, cela signifie que nous ne sommes pas souverains. Donc voilà. Finalement, c'est quelle est la différence entre ce que... La question, moi je veux dire à Baba... Il n'y a pas une rupture totale. Il n'y a pas de rupture. On le sait, il n'y a pas de rupture. Je n'ai jamais entendu dire... Il n'y a pas une rupture. L'ambassade n'a pas été fermée. Oui, c'est-à-dire que moi je reprends toujours les propos de monsieur Diop. En fait, c'est factuel, c'est-à-dire que c'est factuel, et qui disait comme quoi on est prêt à travailler avec tout le monde, même avec le diable. Oui. Pour vous, ça veut dire quoi, ça? Non, mais en réalité, oui, ça, je suis d'accord. On est prêt à travailler avec les diables, même à travailler avec les satans, si vous voulez. Mais jusqu'à quand ils vont commencer à revenir sur la table, de renégocier mais est-ce que c'est vraiment si indispensable? C'est les deux côtés. Moi, je ne suis pas là pour défendre ni le Mali, ni la France. C'est les deux côtés. Je pense que... Le bilan, ce qu'on retire de cette relation, c'est la rupture entre la France. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau de diplomatie, c'est bien. J'ai dit cette diplomatie, c'est pour le bien du peuple malien, c'est bien. Mais en réalité, cette diplomatie a des conséquences aujourd'hui. Les peuples maliens souffrent, il faut dire ça. Il faut dire dans le jeu. On souffre de la question des transports aériens aujourd'hui. Un Malien aujourd'hui, auparavant, c'était pas... Peu importe si on est si souverain, moi, j'aimerais qu'on ait une compagnie d'aviation du Mali, parce que le Sénégal a Air Sénégal. Moi, j'aimerais qu'il y ait Air Mali qui permet aux Maliens... Donc pour vous, c'est souveraineté, oui, mais attention, oui. Pas dans les dérives, comme il a dit, panafricanisme moderne, j'emprunte son terme, panafricanisme moderne, ne signifie pas gagnant-gagnant, compose nos conditions, qu'on renégocie nos conditions. Mais on ne peut pas dans une diplomatie agressive, il faut appeler un mot pas agressif à tout temps, à un moment donné qu'on ne veut plus revenir sur la table. Il y a un non-retour aujourd'hui. Moi, je ne crois pas le remariage entre le Mali et la France dans un régime de transition, peut-être dans un régime démocratiquement élu. Pourtant, c'est marrant parce que même je ne crois pas. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga le disait comme quoi qu'il en soit, je m'inscris faux. Dans une transition, on ne peut pas remarier entre la France et le Mali. Je ne crois pas. Il faut dans un autre régime. Peut-être que le peuple va demander l'une des conditions de terme des campagnes. Après, dans le monde actuel, la diplomatie là, parce que tu dis diplomatie agressive, partout, même Poutine le fait, même les États-Unis. Ça, je suis d'accord. Exactement. Mais Poutine négocie ses intérêts. Je pense que si l'AES n'avait pas dit clairement haut et leurs ambitions, mais je pense qu'ils n'ont pas été là. Et aujourd'hui, il faut se rappeler en 2021, au moment où Assimi Goïta prend le pouvoir, combien de personnes ont dit ce pouvoir ne va pas durer? Il ne peut pas durer. Combien de personnes ont dit ça? 5 ans après. Alors, ils sont là, ils ont consolidé leur diplomatie et c'est devenu... Non, mais c'est devenu... L'AES est devenue une réalité. Mais contre vents et marées. Ça, je suis d'accord. Mais grâce à une diplomatie claire... Mais qui? Non, moi. Mais eux-mêmes? Non, c'est grâce à des facteurs. La Russie, tu veux me dire? Des facteurs qui sont factuels. Des facteurs. Tout d'abord, nous avons le peuple malien qu'il faut le remercier. Absolument. Mais qui aujourd'hui la transition... Il faut dire, c'est factuel aussi, la transition ne fait pas beaucoup pour le peuple. Il faut reconnaître. Aujourd'hui, la vie est chère au Mali, d'où il y a des opposants qui sont en prison parce qu'ils ont dit que la vie est chère au Mali. Voilà. Là, il y a des problèmes énergétiques au Mali, il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées, c'est factuel. Là, on ne peut pas contexter. Mais d'autre part aussi, il est dit à quelqu'un, un homme politique, parce qu'il ne faut pas oublier que quelqu'un qui a pu expliquer, c'est là que je suis d'accord avec la transition n'a plus de communicants, il faut appeler un chat par un chat. Oui, ça c'est un problème. Choguel Kokala Maïga, il faut mettre à son crédit, peu importe ce qu'il en a fait, hein. On reviendra sur ces parties. Mais comme je pense que la transition doit beaucoup, parce que moi j'avais dit à l'époque, il y a des présidents de la transition, le président civil, c'était Choguel Kokala Maïga, qui l'a tenu quand même, qu'on voit son discours à l'ONU, il faut reconnaître quand même, il a permis, comme quand tu parles de cette diplomatie, il a contribué à la création de l'idéologie de l'AES et l'idéologie politique. Mais toutefois, ce qu'il faut retenir quand même, qu'on a un problème quand même au Mali aujourd'hui,
Parce qu'il y a les bilans, vous n'avez pas parlé. Moi, j'ai regardé le bilan de la transition sur leur thème. C'est un bilan personnalisé. Attends, juste là, attends, Oui. juste là. C'est toi-même qui as répondu à la question. Grâce à qui ils sont là? Des personnes. Non, moi je garde un, Qui? le peuple. Oui, mais le peuple, oui. À partir Oui, bien du sûr. moment où Mais le qui a pu peuple expliquer au légitime- peuple? Qui a pu expliquer au peuple de légitimer, comme il a dit, toutes ces sanctions de la CEDEAO, de la communauté internationale? Chez Chorel Kokalamaïga, il n'avait pas. Non, moi je te parle de l'AES. Non, mais je te parle de l'AES Chorel fait pas. Mali. Non, mais n'oublie pas aussi Mali, la Burkina. création. Non, mais c'est le peuple. Un peuple Mais qui je ne suis veut d'accord. pas. Peu importe le peuple, mais il faut que les- le peuple a quelqu'un qui lui Non, mais- explique, qu'il comprend. Mais vous êtes d'accord avec cela et on a C'est le parlé peuple. en off, à savoir que le peuple, c'est lui, entre guillemets, qui a le Qui est souverain, pouvoir. il a les pouvoirs. Voilà. À tout moment, il peut a le donner, à tout pouvoir. moment, il peut retirer. Donc aujourd'hui, Absolument. surtout au Mali, on ne peut pas dire que le peuple n'a pas contribué, en tout cas, Bien au sûr. changement. Bien sûr. Donc on est quand même d'accord. Jusqu'à où la patience du peuple va s'arrêter. D'accord. Et donc ça, effectivement, c'est pour ça que le bilan est fait et que chaque parti, aussi bien le peuple doit jouer son rôle, comme la transition doit jouer son rôle. Maintenant, la question, c'est quel rôle est-ce Mais qu'aujourd'hui... moi, je pense que le peuple a donné beaucoup, la transition n'a pas donné beaucoup. On attend beaucoup. Pas assez, c'est-à-dire Pas que... assez, pas assez, d'accord. pas assez Vous pour le considérez que la transition n'a pas répondu aux attentes du Non, peuple non, malien. je pense que l'espoir est déçu. Voilà, il faut appeler un parachat. Il y a beaucoup de propositions qui pourront mettre en cours, qui permettront que le peuple soit satisfait de la transition. Mais vous avez vu les éléments de l'ORTM là Oui. pour le bilan? Oui, les bilans. Mais moi, ça me pose un problème, ces bilans, en fait. C'est un bilan personnalisé. C'est un bilan Mais est-ce que c'est personnalisé. un bilan correct ou pas? C'est-à-dire Non, personnalisé. les bilans, en fait... Est-ce ils que ont- les chiffres qui ont été Alors, donnés, est-ce que Vous savez, c'est vous êtes validé ou là, pas? on ne sommes pas là qui a parlé que du négatif de la transition. Il y a des choses positives. Ils sont sortis des choses positives. pour ça, Mais soyons ce qui factuels. ce qui me Soyons dérange, factuels. lorsqu'on fait un bilan, Diallo a dit quelque chose qui est très important. C'est un vue d'ensemble, c'est un global. Mais la transition a fait un bilan qui est du côté positif. Il y a du côté négatif de la transition par là-bas. Mais- Quand on parle des rénovations, non, je vais revenir, Baba. Quand on parle des rénovations des stades, tout ça c'est bien, l'infrastructure qui ne sont pas en cours. Mais au moins, c'est factuel. mais c'est factuel. Mais quand on revient sur le plan de la part de l'organisation des élections, pourquoi ils nous ont fait baratiner? Moi j'ai dit cet arme. 3 fois qu'il y a un léger report des calendriers, mais pourquoi ils n'arrivent pas à tenir? Diallo a dit quelque chose. Si vous pensez la question de la pacification, la sécurisation, qu'en est-il du bilan, les baromètres? On sait qu'aujourd'hui, certes, Kidal était symbolisé, la victoire de Kidal, je reconnais, je suis d'accord. Mais moi, j'ai un problème avec la victoire de Kidal, en fait. J'ai mis un bémol dedans en tant que Malien, en fait. Vas-y. Certes, c'est vrai. Je suis très content que le Mali, Diallo a dit quelque chose qu'on n'a pas l'intégrité territoriale du Mali, mais on a un autre problème aussi au Mali qui est déjà, il y a eu un manque de communication. Les rebelles, ils sont quittés Kidal. Où sont-ils les rebelles aujourd'hui? Ils sont où? Notre voisin. ont été repoussés. Non, je sais, ils étaient repoussés, c'est bien. Mais je n'ai pas vu la destruction de leurs armes, je n'ai rien vu. Qu'en est-il du vice-président? Moi, je suis d'accord. ça, Et c'est non, pas- non, c'est pas que demander ça. ça. Non, c'est pas que. Moi, j'aimerais que le président du Mali, peut-être le 22 septembre, bientôt c'est au mois de septembre, moi, j'aimerais que le 22 septembre, on fête à Kidal. C'est là que je vais mettre. Si vraiment c'est une proposition. Moi, j'aimerais que le 22 septembre, le président de la transition fête la fête de l'indépendance Kidal- à Kidal. Attends, Le drapeau malien, attends. on fait les courtages là. Kidal a été libéré ou pas? Non, c'est symbolique, mais la libération sera complète aussi parce que Baba, Non, parce que là, il y a j'ai l'impression- il y a des éléments factuels. Si Kidal a été si libéré, l'école comme depuis 2012, je suis d'accord, je prends tes termes, depuis 2012, combien des écoles sont fermées à Kidal qui ne sont pas, il n'y a pas de bilan sur ça. Moi, j'aimerais qu'il y ait des bilans sur ça. Moi, j'aimerais qu'au mois de septembre, le 22 septembre, c'est une proposition. C'est pour qu'il y aura une possibilité de légitimation de la prolongation de la transition. Je veux que le 22 septembre, on fête à Kidal. Le président. De la prolongation. La prolongation. Parce qu'il n'y a pas de justification. On ne peut justifier qu'il n'y a pas des actions concrètes comme tu as dit factuelles. Moi, je ne vois pas des actions concrètes qui permettent de prolonger la transition aujourd'hui. Parce que le problème de la prolongation de la transition, vous avez dit quelque chose que je partage et j'ai terminé par ça. La question de l'AES. Moi, je fais partie des gens que j'avais écrit que l'AES était un monstre en gestation. C'était un monstre qui peut réussir tout, plus que là où la CEDEAO n'a pas reçu. Parce que ces États, il faut Donc reconnaître. c'est plutôt positif, ça. Non, mais sans être dans l'éventarisme. Non, J'ai- non, je pose ça- une question, J'ai c'est factuel, proposé, hein. C'est-à-dire c'est que- factuel, c'est voilà. factuel aussi, on peut vérifier. J'ai proposé la création des États d'Israël avant ces colonies. D'accord, donc vous êtes Avant ces d'accord, généraux. vous êtes en J'avais dit phase que avec, avec ce que depuis fait la le début de la transition. transition, j'avais dit clairement, c'était une proposition que j'avais dit que les 3 États, avant même que Bazoum tombe, j'avais dit que les 3 États, ils ont un intérêt commun de coopérer. J'emprunte le terme de finalement, ils vous ont suivi, ils vous Sékou ont Touré. suivi, alors. Ces 3 pays ont le même poumon. Soit ils vont vivre ensemble politiquement. C'est là que la prolongation, je fais partie des gens quand j'ai dit que si Ibrahim Traoré se donne 5 ans, des logiques aussi, Tiani se donnera 5 ans. Des logiques aussi, Assimi Goïta donnera de 5 ans. Quand on regarde la question des activités politiques, on regarde le Burkina Faso, depuis sous l'ère d'Ibrahim Traoré, les activités des partis politiques sont suspendues. Le Niger, ils ont dissous les partis politiques. C'était logique aussi d'attendre la dissolution des partis politiques. Donc nous sommes dans une idéologie commune. Nous ne sommes pas dans une confédération. Dans les textes, nous sommes dans une confédération. Mais cette fédération des faits est nécessaire pour la survie de ces 3 États.
D'accord. Donc finalement, vous êtes plutôt. C'est pas que je suis pas plutôt- bon. c'est pas que je suis plutôt- Est-ce que pas parce la que j'ai transition- théorisé, ça c'est dans le bâtard, j'ai D'accord. théorisé avant la transition. On vous a Ils sont dans écouté. mes ouvrages. D'accord, très Voilà, bien. avant qu'il y Et ait en la plus, création voilà, des États donc d'Israël, vous avez j'avais participé à la écrit quand même qu'ils vision. n'ont pas de Vous trois. avez participé à la vision de la transition. Finalement, ils sont sur les clous. Ils suivent Ils exactement. n'ont pas de choix, ils n'ont pas de choix. Donc c'est bien alors. Parce que comme Diallo il a dit, si on rompt le partenariat, qu'on sort de la CEDEAO, qui la communauté internationale, je suis d'accord qu'on a obligé, c'est une redéfinition de l'ordre mondial aujourd'hui. il faut reconnaître. sûr. Je suis d'accord pour, ils n'avaient pas de choix. Parce que quand on quitte les G5 Sahel, D'accord, très bien. il n'y a pas de choix. La Guinée va terminer sur le Mali. Vous en pensez quoi finalement? Il y a pas mal de choses Oui, qui ont été il faut dites, des savoir, choses positives, des moi choses je dirais négatives. que le peuple malien, c'est un peuple fort, c'est un peuple souverain, qui sait prendre son destin en main. Il l'a fait à maintes reprises. Je pense qu'il le fera aussi le bon moment. Pour l'instant, le peuple adhère aux idéaux de ses autorités actuelles. C'est pour cela qu'il valide la vitalité et la légitimité des autorités maliennes. Mais je pense que c'est important que les autorités actuelles arrivent à avoir une réorientation de la transition en faisant une diplomatie puissante, gagnante, essayant de traiter avec tous les États, mettant en avant l'intérêt du Mali. Et le dernier élément, c'est qu'il essaye de faire tout pour faciliter la discussion entre non seulement les États de l'AES, mais aussi de revoir la discussion avec la CEDEAO, mais aussi avec l'Union africaine, parce que c'est important, ça permettra au Mali et Est-ce aux que ça a déjà Maliens... été rompu, les discussions, notamment les relations entre la CEDEAO, Oui, l'AES et l'Union je africaine? pense que Non, ça se trouve au point mort. Oui, mais bon, il y a eu C'est pas assez mal, compliqué. vous n'avez peut-être pas suivi l'actualité, mais il y a eu pas mal d'échanges Oui, entre la CEDEAO il y a des et discussions, mais il n'y a l'AES. pas d'action qui permettent vraiment de... Vous voulez quoi comme action, par exemple? Les Soyons actions concrets. actuellement, c'est quoi? Par exemple, entre la CEDEAO et l'AES. Entre la Action qui n'a CEDEAO pas et été l'AES, faite. c'est pour favoriser les retours à l'ordre constitutionnel. Et deuxièmement, c'est de restaurer l'intégrité territoriale malienne en les accompagnant dans les cadres relations entre militaires. l'AES et la CEDEAO, Oui. c'est très clair. C'est-à-dire que Oui. vous dites qu'il y a une rupture entre, par exemple, l'AES et la CEDEAO, l'AES et l'Union africaine. Donc, quel type de rupture dont vous parlez? Bon, il faut savoir que les discussions qui sont nées, la fracture qui a existé... Là, on a l'impression qu'il y a plus une coexistence entre... Non, toujours la fissure, elle est là, les traits sont là. C'est difficile de recoudre cela. Moi, je pense qu'il faut que la diplomatie malienne revienne avec puissance. Dans la CEDEAO? Oui, dans la CEDEAO, donc, mais juste pour de discuter... Pour comprendre bien qu'il n'y a pas d'amalgame. Donc, pour vous, la suite, ce serait un retour... Non, pas le retour du Mali au sein de la CEDEAO, Voilà, mais faut pour être clair. qu'il y ait des discussions entre l'AES et la CEDEAO pour accompagner le Mali, mais aussi les autres pays, c'est-à-dire le Burkina et le Niger, pour qu'ils puissent avoir la restauration de l'intégrité territoriale de leur État, mais aussi de favoriser les retours à l'ordre constitutionnel au niveau de ces différents pays, parce que c'est les seuls éléments qui leur permettront de mettre en place là des institutions légales et légitimes qui sont gaz de tout développement. Alors, mesdames et messieurs, on va continuer avec la deuxième partie. Nous allons en Guinée. On va éviter de marcher sur le temps de la Guinée. Alors, Guinée, constitution, sécurité et crise monétaire. Doumbouya peut-il réussir sa transition? Grande question. Donc, introduction. Donc, le 5 septembre 2021, le général Mamadi Doumbouya et le CNRD renversent Alpha Condé, comme vous le savez. 4 ans plus tard, la Guinée est toujours en transition. En septembre 2025, 3 grandes actualités dominent. Alors, première actualité, référendum constitutionnel qui va avoir lieu très bientôt, prévu le 21 septembre 2025, donc présenté comme une étape décisive pour refonder donc, les institutions et préparer le retour à l'ordre civil. Instruction renforcée aux forces de sécurité pour maintenir l'ordre face aux risques de contestation, mais qui suscite des inquiétudes sur le respect des libertés publiques. Crise de liquidité persistante qui fragilise l'économie et relance le débat sensible sur l'adhésion au franc CFA, option que Doumbouya n'exclut pas totalement. Le général Doumbouya donc, est salué par ses partisans comme un dirigeant qui défend la souveraineté donc, nationale et la stabilité, mais il est critiqué pour la longueur de la transition, la concentration du pouvoir militaire et une gestion économique donc incertaine.
question qu'on peut se poser ici autour du plateau, mesdames et messieurs. Le président Mamadi Doumbouya conduit-il la Guinée vers une véritable refondation donc démocratique et économique, ou alors vers une transition prolongée qui risque de fragiliser durablement le pays? Donc, je me tourne vers vous, cher docteur Diallo. Que pensez-vous de la situation? Quel bilan faites-vous? Ok, merci. C'est toujours un plaisir de revenir, de discuter sur la Guinée. Il faut savoir que la transition guinéenne, elle a débuté depuis le 5 septembre 2021. Aujourd'hui, nous sommes à 4 ans déjà depuis le début de la transition. Pour faire le bilan global de la transition, il faut se poser 2 ou 3 questions. La première question, quels étaient les motifs fondamentaux de la prise du pouvoir par l'armée? Le deuxième élément, il faut se poser la question par rapport à la question de la refondation. Est-ce qu'ils ont réussi cette refondation ou non? Et le troisième élément, est-ce qu'ils ont réussi à organiser les élections pour remettre le pouvoir aux civils? En revenant sur le projet de la nouvelle constitution, il faut savoir que ces projets, c'est-à-dire les membres du CNT qui ont élaboré ces projets, ils appellent ces projets un projet qui rassemble le peuple de Guinée et qui les ressemble. Moi, je dirais plutôt c'est une constitution qui rassemble et qui ressemble à ceux qui l'ont écrite. Ça, c'est le premier aspect. Et deuxième élément, le président de la transition, il avait juré de ne pas être candidat aux futures élections qui mettront fin à cette transition. Toujours, il fait l'amalgame là-dessus, il n'est pas exprimé dessus pour pouvoir dire est-ce qu'il sera candidat ou non. Donc toujours, cette nuance existe toujours. C'est problématique le fait qu'ils ne disent pas ouvertement s'il sera président ou pas? Oui, bien sûr. Je pense que c'est important qu'il se déclare s'il doit être candidat. Sinon, pour permettre vraiment aux gens de pouvoir discuter afin de favoriser les retours à l'ordre constitutionnel. Et également, il faut savoir que l'objectif, on s'était donné un objectif de faire un retour à l'ordre constitutionnel au plus tard le 31 décembre 2024. Mais aujourd'hui, nous sommes 9 mois après. On a certes commencé le processus. Il y a un projet de nouvelle constitution qui est déjà établi. Ça, c'est un élément fondamental. Et il a appelé le corps électoral, c'est-à-dire pour organiser le référendum le 21 septembre prochain. Je pense que c'est un élément positif parce que ce que nous disons, nous souhaitons que cette transition termine pour nous permettre vraiment d'organiser des élections libres, transparentes et inclusives pour nous permettre de mettre en place des institutions légales et légitimes. Maintenant, en revenant sur le contenu du projet de la nouvelle constitution, au sein de notre parti, on n'a pas encore fini la discussion au sein du parti pour pouvoir donner les orientations du vote par rapport au référendum qui sera organisé le 21 septembre prochain. Il faut savoir, moi, il y a 2 ou 3 points qui m'intriguent. Le premier point, c'est quoi? C'est par rapport à la possibilité des binationaux de candidater en tant que président de la République. Moi, je pense que c'est un élément, normalement, la Constitution, on doit exclusivement que ce soit les Guinéens de façon exclusive qui soient candidats aux élections. Pour vous, c'est problématique qu'un binational puisse se présenter à l'élection présidentielle? Oui, ça c'est le premier élément. Donc, chose que la diaspora demande pour de nombreux pays. Non, moi je pense que pour être candidat à une élection présidentielle, il faut être exclusivement guinéen. Ça, c'est le premier élément. Le second élément aussi, le projet de la nouvelle constitution, l'avant-projet qu'ils ont présenté. Qui a été décrit par la diaspora. L'avant-projet qu'ils ont présenté, c'était un quinquennat, un mandat de 5 ans. Mais ils ont discuté entre eux, ils ont fait une révision. Entre eux, ils ont proposé, au lieu de 5 ans, ils ont ramené ça à 7 ans. Ça, c'est le deuxième élément. Est-ce que ça, c'est problématique? Parce que souvent, on dit que par rapport à nos pays qui ont besoin de changement, de travaux, etc., est-ce que 7 ans, c'est peut-être pas plus approprié que 5 ans? Non, moi, je pense que si nous voulons un pays démocratique, normalement, à l'échelle internationale, les mandats passent pratiquement à 5 ans.
moi je pense que c'est nécessaire. C'est plus démocratique d'être à 5 ans qu'à 7 ans? Oui, je pense que c'est plus démocratique. C'est facile aussi de faire l'alternance démocratique dans nos pays. Pour vous, ça permet de jauger finalement si le travail a été bien fait au bout de 5 ans et d'attendre 7 ans? Bien sûr, parce qu'il faut savoir que l'oxygène de la démocratie, c'est l'alternance. Si nous ne faisons pas l'alternance, c'est assez compliqué. Et d'être confronté aussi au peuple? Oui, bien sûr. Et le dernier élément, c'est par rapport à l'âge l'âge des différents candidats. Avant, c'était normalement 35 ans. Tous ceux qui ont 35 ans à la minima jusqu'à 90 ans ou plus pouvaient candidater. Aujourd'hui, au lieu que ça soit 35 ans, ils ont ramené au-delà de 40 ans, entre 40 ans et 80 ans. Moi, je pense que cela a fait une exclusion d'une couche importante qui est la jeunesse, qui représente d'ailleurs la majorité de la population guinéenne. C'est pour cela, si je pouvais faire une analyse globale de ces projets de nouvelle constitution. Et également, le dernier point que je vais mentionner, c'est par rapport à la mise en place de l'organe technique indépendant de gestion des élections. Dans le projet de nouvelle constitution qu'ils ont présenté, ils ont parlé de cet organe indépendant et technique. Mais actuellement, ils ont mis en place une direction générale des élections qui est pilotée par le ministère de l'administration du territoire. Je pense que c'est un peu contraire. C'est contraire d'ailleurs à l'avant-projet de la nouvelle constitution. Je pense que ce sont des éléments qui doivent être revus. Vous avez étudié donc, ce projet de constitution. Vous nous avez donné donc, des remarques intéressantes et à bon entendeur. Donc, je me retournais vers vous, Maître Cissé, donc la Guinée, donc pays frère donc, du Mali, qui a aussi subi un coup d'État, vécu en tout cas un coup d'État. Que pensez-vous de la situation de la Guinée? Je ne suis pas Guinée, mais je ne suis pas un acteur qui ne s'intéresse pas à la Guinée, parce que j'ai beaucoup écrit sur la Guinée, contrairement à beaucoup des Africains, parce que j'ai déjà écrit beaucoup sur la Guinée, qu'on est conscient de la Guinée. Ce que Diallo dit, je partage une partie, mais une partie que je vais mettre des bémols. Le mandat de 5 ans, je vais revenir, j'avais lu les projets, l'avant-projet qui sont à la charte de la Guinée, de même dans mon journal, j'ai fait des droits comparés sur la Guinée. Alors, en réalité, le mandat de 7 ans, je ne suis pas contre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, du fait que de mettre même une question de limitation, moi, je fais partie de la limitation de mandat. On va revenir ça, c'était le fameux débat d'Alpha Condé qu'on est arrivé à ça. Moi, je suis pour 7 ans, voire même un mandat de 10 ans. C'est une proposition que j'avais faite dans mes ouvrages. C'est un mandat de 10 ans non renouvelable. J'étais pour ça. La question pour répondre, certains journalistes ou certains anti-élections disent qu'on peut faire un mandat de 10 ans alternatif. Donc, pendant 10 ans, on n'organise pas des élections. J'avais posé des questions. Mais il n'y aura pas des élections présidentielles, mais il y aura des élections législatives. Voilà, législatives et municipales. Mais pour le cas de la Guinée, moi je pense qu'aujourd'hui 5 ans c'est très court pour évaluer un président. Pour moi, de mon point de vue, 5 ans c'est court. Moi je pense que c'est du mimétisme. Je ne suis pas partisan de cette doctrine du constitutionnalisme africain. C'est-à-dire je ne suis pas pour 5 ans. L'Occident donne 5 ans ou parce qu'en réalité le 5 ans, la France a commencé récemment, c'est en 2002. C'est en 2002 que la France a modifié en 2020 pour modifier sa constitution. Moi les quinquennats, on voit les conséquences du quinquennat en France même. On voit les conséquences aussi même aux États-Unis du mandat de 4 ans. Moi, je suis pour un mandat de 7 ans. Mais je vais revenir pour les 7 points de la Guinée. Je pense que c'est une avancée constitutionnelle en Guinée. Mais j'ai rejoint Diallo. Il y a beaucoup de critiques dans cette constitution parce que moi, j'ai examiné les projets. Je verrai. En réalité, ce projet est dangereux. Pour la Guinée. Moi, je pense qu'il n'aura pas la stabilité constitutionnelle de la Guinée parce qu'on a un pouvoir très fort. J'ai toujours dit en Afrique, c'est bien d'avoir un pouvoir fort qu'on donne. Parce que quand on regarde le Mali, tout comme la Guinée, on n'a jamais eu des présidents qui ont su assumer le costume du président. Parce que quand on a trop de pouvoir, qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, les pouvoirs s'écrasent. Comme Joseph Kizebro disait, les pouvoirs c'est comme un œuf. Lorsqu'on serre trop, ça s'écrase. Lorsqu'on laisse un peu, ça tombe. Moi, je pense que l'équilibre des pouvoirs aussi est très difficile dans son pays. Parce que tout le monde a essayé de corrompre tout président. Que j'ai emprunté un terme à un ami qui dit quelque chose que je partage aussi, c'est l'autoritarisme électoral. Une fois quand quelqu'un est élu à l'élection présidentielle, il pense qu'il est dieu du pays en fait. Il peut écraser qui veut, même de contre-pouvoirs. Moi je pense avec votre conscience, craignez-vous de contre-pouvoirs. Vous n'aurez pas des institutions de contre-pouvoirs très fortes. Parce qu'à tout moment, le président peut gommer ses pouvoirs avec un mandat de 7 ans. Et un autre point aussi, les cas de la Guinée aussi, ce que je pense que la question de Diallo, je pense qu'il faut relativiser ces points. Diallo dit quelque chose de la question de l'organe qui pilote les élections. C'est vrai que vous me pensez que je suis avocat, je suis expert en matière électorale sans être dans l'éventarisme parce que je fais un master 2 en matière électorale à Paris, je suis certifié comme des experts.
au niveau de la Guinée, il faut faire très attention parce que quand on regarde les élections en Guinée, toujours l'organe électoral est toujours contesté. Tout comme, contrairement au Mali, la question qui soit sous tutelle des ministres de l'administration territoriale, c'est pas grave, c'est comme en France, le ministre de l'Intérieur. Mais la question, nous sommes dans une transition. Vous ne pouvez pas demander l'organe qui est prévu dans la Constitution d'être mis en place avant l'adoption de la Constitution. Moi, je pense qu'il faut attendre lorsqu'il y aura une mise en place de la Constitution, on pourra discuter. Peu importe. Mais la question, comme là où je partage un peu, je pense qu'il fallait critiquer la composition de la loi organique qui mettra la composition. Moi, j'ai hâte de voir comment va être composé cet organe constitutionnel, parce qu'on va avoir une constitutionnalisation de l'organe électoral. Moi, j'ai hâte de voir qui va piloter, qui vont être le membre. C'est ça que je mettrai comme critique. Il faut savoir par rapport à cette question, selon la charte de la transition, mais aussi les anciennes constitutions. Oui, normalement, c'était un organe autonome, un organe indépendant qui devait organiser les élections. Donc actuellement, c'est la charte qui nous gouverne. Donc dans la charte, ils ont dit qu'on doit mettre en place un organe autonome de gestion des élections. Mais c'est contraire à la charte, mais aussi c'est contraire à l'avant-projet de nouvelle constitution, mais aussi aux anciennes constitutions. Ce qu'il faut rappeler, la Guinée n'a pas un problème de constitution. Bien sûr. Il faut se rappeler qu'en 15 ans, nous aurons bientôt 3 constitutions. En 2010, on avait une constitution. En 2020, on avait une constitution. En 2025, on se prépare pour une nouvelle constitution. Les constitutions ne vont pas régler les problèmes d'un État, y compris la Guinée. Ce qui va régler le problème de la Guinée, c'est avoir une justice indépendante, une justice équitable, une justice qui peut dire le droit devant n'importe qui. Ça, c'est un. Le deuxième élément, il faut avoir un leadership éclairé. Il faut avoir un leader éclairé qui est patriote, qui est indépendant, qui est compétent, qui peut être le miroir de la transformation de la Guinée. Le problème de la Guinée, c'est ça. Depuis l'indépendance, on a eu des présidents qui, certes, qui ont aimé la Guinée, mais qui n'ont pas eu la capacité, la vision, la transformation, de transformer le pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les ressources nécessaires pour nous permettre de transformer le pays. Moi, je pense que si nous avons un président compétent, qui est patriote, qui met la justice en avant, en 10 ans, la Guinée peut être la première puissance en Afrique de l'Ouest. Parce que nous avons toutes les ressources nécessaires qui nous le permettent. Baba, vous en pensez quoi? La Guinée, donc 4 ans de transition, une nouvelle constitution incessamment sous peu. Monsieur Doumbouya, donc, qui est président donc, de la transition et peut-être même... Non, il est président de la République. Président de la République. Contrairement aux autres... Et qui va peut-être... Il a les titres du président de la République. Non, c'est discuté, je pense que... Il a les titres du président de la République, comme Tchani, comme Ibrahim Traoré. Non, ça a été... Non, ça n'a pas été... Non, si, on l'appelle en Guinée, l'appellation officielle du président de la République. En tout cas, au Mali, on peut après les... C'est officiel, c'est un décret, mais il faut savoir, moi, ce qu'ils appellent le président de la République, c'est un président élu. Il n'est pas encore élu, donc moi, je l'appelle toujours le président de la transition. Exactement. S4 est une transition. Après, pour moi, c'est... Le problème de Doumbouya, c'est que je le vois comme la copie conforme de Oligui Nguema, ce qu'il est en train de faire. Une constitution taillée. Parce que l'histoire de la double nationalité, là, mais on ne l'aurait jamais mis si ça ne le concernait pas lui. Donc il a taillé ça à sa propre mesure. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Autre chose, je crois qu'il ne l'a pas dit dans cet élément, mais dans le référendum, en tout cas, ce qui a été dit aussi, c'est qu'on va permettre aux personnes du CNRD, en tout cas, de pouvoir aller aux élections. Donc ça, c'est taillé. Législative ou présidentielle? C'est partout. Toutes les élections. Ouais. Donc là, c'est comme au Mali aussi, ils sont autorisés. Voilà, tous les acteurs sont autorisés. Là, c'est taillé aussi pour les clans, le général ou le colonel Mamadi Doumbouya. Donc c'est taillé pour lui. Donc il y va, contrairement à ce qu'il a dit, il avait juré, parce que il faut se rappeler le contexte. Tout le monde a juré. Où il arrive au pouvoir, tout le monde a juré. C'est un héros. Ouais. Parce qu'on se rappelle de comment, pour le 3e mandat d'Alpha Condé, on a vu aussi avec les manifestations, on a vu avec Seloun Dalen Diallo. Donc quand il est arrivé, c'était un héros. Un peu comme au Mali, ce qui s'est passé. Et lui, quand il s'est assis, moi je me rappellerai toujours de cette image, il s'est assis, tenu paramilitaire, et il a dit clairement, à ce moment-là, il donnait des indications, c'était une république inclusive, mais qu'en attendant, il allait arranger grâce à une transition. Mais pour moi-même, c'était une transition de à peine 1 an ou 2 ans.
Parce que la Guinée n'est pas confrontée Il y a un problème, le Mali, comme le Mali. Je pense que la Guinée... Oui, à la sécurité. La Guinée n'a aucun problème. Donc là, une transition longue. Voilà, donc la Guinée n'avait aucun problème. Et puis même, quand il parle, il disait même aux gens de la diaspora, venez, nous allons mettre les personnes compétentes au bon poste. Donc tout ce qui faisait un héros. Et c'est pour ça qu'au moment où il prêtait, je ne sais pas si c'est au niveau de la charte serment, c'est lui-même qui a dit, regardez bien, il a répété après dans d'autres émissions, notamment avec Alain Foucault, lorsqu'il a été invité. Il a dit clairement, aucun membre du CNRD, dont moi, ne se présenterait. Et aujourd'hui, on vient devant la charte, bon, on dit qu'il ne s'est pas encore présenté. Mais tous les actes font qu'il va se présenter. Donc c'est ça le problème, c'est que de héros, il passe à politicien, si ce n'est pire. Donc pour moi, c'est ça le problème. Après, il y a le fait des opposants. Il faut voir comment le problème, c'est ça, museler les opposants. Moi, je pensais qu'il allait libérer la parole. Et encore pire, je fais pas à Espace FM, je fais pas de la publicité à Espace. Mais Espace était quelque part une liberté de parole, et au moins qui pouvait servir et le pouvoir et l'opposition. Mais malheureusement, ce sont des actes qui font que je suis désolé, mais je ne suis pas tranquille. Allez-y rapidement. Moi, je pense que là où la Guinée, il y a un point commun entre les dirigeants de Bamako et les dirigeants de Conakry, il y a un problème quand même qu'il faut critiquer de ne pas sortir dans ces plateaux. Ils sont tous venus pour réconcilier le peuple. Ils ont échoué. Il faut appeler un chat par un chat, parce que je pense que la Guinée, Alpha Condé, on critique qu'Alpha Condé a divisé les Guinéens, mais je pense que la transition guinéenne n'a pas réussi pour le moment, parce qu'on a parlé de dialogue, qui devrait tenir même en dehors de la Guinée, n'a pas eu lieu. Peut-être je me trompe, je parle sous votre contrôle. Les cas du Mali aussi, aujourd'hui, on sait que le peuple est divisé. Il faut appeler un chat par un chat. La classe politique dans ces deux pays s'efface au profit d'un pouvoir personnalisé. Il faut appeler un chat par un chat. Je ne crois pas pour le moment que ces transitions, tout ce qu'on reprochait au président élu démocratiquement, ils sont en train de faire le contraire, ou voire même faire le contraire. Moi, je pense que... Si, il y a un problème. Le Malien est contre le Malien? Non, il y a un problème. Aujourd'hui, non, attention. Aujourd'hui. Attention. Nous, on a un problème au Mali qu'il ne faut pas oublier. Nous avons nos frères rebelles, les Touaregs, qui sont contre la République. Il faut appeler un chat par un chat. Mais nous avons la classe politique aujourd'hui qui est divisée, que les autorités de la transition essayent la classe politique. On a des prisonniers politiques. Tout comme la Guinée aujourd'hui, qui a des gens qui sont en exil. On a beaucoup d'acteurs politiques maliens qui sont en exil. Non, s'il y a un problème, Baba, je suis désolé, il y a un problème. Non, pas les rebelles seulement. Le gouvernement aujourd'hui, le gouvernement a divisé le peuple malien aujourd'hui. Le gouvernement de la transition, tout comme la Guinée aujourd'hui, la Guinée aussi, il n'y a pas une réconciliation. Parce que tout ce qu'on reproche à Alpha Condé aujourd'hui, moi je trouve la même manière en Guinée, tout comme la même chose au Mali. On a dit que Ibeka a divisé le peuple malien. Aujourd'hui, moi je pense que quand vous parlez de la réconciliation avec la France ou les autres, moi je pense que la première mission des autorités de la transition du Mali et de la Guinée ou du Niger ou du Burkina Faso, c'est réconcilier d'abord le peuple entre eux. Il y a un problème, il y a une fissure entre les peuples. C'est pour ça qu'il y a des ministères entre eux, comme le ministère de la réconciliation. Voilà. Moi je pense que c'est important pour rappeler au président de la transition qu'il n'est jamais trop tard de bien faire. Il a encore le temps de bien faire. Il n'a pas pris la décision finale qu'il sera candidat. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément encore, ce n'est pas encore tard d'organiser un dialogue inclusif qui va permettre des éléments. Le premier élément, c'est quoi? Ça va ramener la confiance entre les acteurs politiques, mais aussi entre les acteurs de la société civile et également les gouvernants. C'est un élément fondamental pour nous permettre d'avoir une élection apaisée, une élection inclusive et démocratique qui nous permettra de mettre à l'issue de cette transition des institutions légales et légitimes qui sont gaz de tout développement. Parce que si nous échouons une nouvelle fois, ça va être très compliqué de pouvoir revenir chaque année, chaque 5 ans, une nouvelle constitution. Moi, c'est l'appel que je lance au président de la transition. Je pense qu'il a encore, il a encore le bon sens, je pense qu'il doit le guider et je pense qu'il le fera le moment venu.
D'accord, très bien. En tout cas, le message est passé. Pour l'instant, nous avons parlé du Mali et donc de la Guinée avec des contextes bien sûr différents, notamment sécuritaires pour l'un et d'autres pour... Politique, la Guinée c'est uniquement une question politique, il n'y a pas de problème sécuritaire. Et pas que, donc il y a d'autres points qu'on ne pourra pas malheureusement aborder donc, aujourd'hui, mais on va avancer, mesdames et messieurs. Nous sommes déjà presque au terme de cette émission et là, c'est cap vers le Gabon. Et oui, c'est important quand même d'en parler ici sur le plateau. Donc, Gabon, petit métier interdit aux étrangers, souveraineté économique ou xénophobie d'État, bonne question. Donc le 12 août 2025, le Gabon a adopté donc une loi interdisant à des étrangers d'exercer une série de petits métiers informels tels que la vente ambulante, la coiffure, couture de rue, restauration de rue, réparation de téléphone, petits travaux de bâtiment, orpaillage artisanal, etc. Officiellement, l'objectif est de réserver ces activités aux Gabonais afin de lutter contre le chômage et pour formaliser donc cette économie-là. Mais cette loi a immédiatement suscité des tensions sociales. À l'embarrané, donc des affrontements ont éclaté entre commerçants gabonais et béninois à propos des places de marché. Sur les réseaux sociaux, des campagnes de dénigrement entre internautes béninois et gabonais ont enflammé la toile. Le Bénin a réagi le 18 août 2025. Donc il a appelé au calme et à la fraternité, tout en annonçant des mesures de protection pour ses ressortissants. Tout cela interroge, mesdames et messieurs, bien sûr, le Gabon défend-il sa souveraineté donc, économique ou ouvre-t-il tout simplement la voie à un repli xénophobe qui menace l'intégration africaine? Le débat est ouvert, vous en pensez quoi? Baba, je me retourne vers vous, pour le coup. Effectivement, le problème du gouvernement gabonais, c'est que même s'ils n'ont pas... J'ai l'impression plutôt que ça a été une décision populiste, ouais. mais pas réfléchi en fait. Pour moi, et les conséquences, c'est-à-dire que vous mettez le mot interdiction. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on mette en avant favoriser la préférence nationale sur certains métiers. Mais encore là, ils sont dans des métiers, bon, je ne vais pas dire à faible valeur ajoutée, mais des métiers de proximité. Ils vous parlent d'informel au formel, mais la chose la plus grave que moi je vois, c'est le fait de dire et d'écrire, c'est écrit même, interdiction aux étrangers. Et là, c'est stigmatiser les étrangers. C'est la xénophobie. Et surtout quand c'est étatisé, quand ça vient de l'État, mais on ne sait même pas comment ça... À la limite, si c'était les commerçants qui se sont regroupés entre eux en disant... Mais là, vu que c'est l'État, ça va légitimer. En fait, ça va légitimer, et c'est ce qu'on a vu, des commerçants qui vont stigmatiser. Vous voyez bien les populations West-Af, hein. C'est clairement Ouest-Africain, dont les Béninois et donc ça ramène forcément à la xénophobie. On l'a vu dans d'autres pays, Afrique du Sud, Tanzanie, Angola. Donc, je vous donne la parole. Okay. On va faire un tour de table et on va clôturer. Il faut condamner cet acte, je pense, en tant que panafricain. Moi, je condamne l'acte. Je pense que ce qui est important pour les autorités gabonaises, c'était de mettre en place, de veiller à l'applicabilité des textes et lois qui régissent le fonctionnement du commerce. Il faut obliger à ces agents d'avoir les registres de commerce, d'avoir l'INEA et imposer des impôts et des recettes et reprendre ces recettes-là pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir facilement employer la jeunesse. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, je condamne cela pourquoi? Parce qu'il y a le risque de l'effet de réciprocité, le risque que les autres États arrivent à appliquer la même décision. Le deuxième élément que je condamne, pourquoi? Parce qu'il risque de créer un conflit d'intérêts entre les citoyens gabonais, mais aussi les commerçants, et qui peuvent entraîner des destructions massives de leur commerce et entraîner vraiment un conflit qui risque de dégénérer et entraîner des conséquences majeures. On va finir avec vous. Vous en pensez quoi et quel est votre avis? Moi, je pense que j'avais écrit les termes. Baba je pense que Baba, tu m'as volé les termes. C'est une mesure populiste dans l'intérêt du président, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'un des sentiers du président gabonais était la lutte contre le chômage, l'emploi des jeunes. Bien sûr, mais dans l'intérêt du président qui a été élu. En réalité, non. C'est une il a été élu. Il est élu. Mais c'est une mesure populiste qui lui permettra, parce que lui-même, il a dit qu'on va le juger dans 7 ans. C'est une mesure populiste, bah ouais, je suis d'accord avec toi, qui le permet. Non, il va commencer maintenant dans son bilan. Il est en train de préparer son bilan, parce que les Gabonais ne pourront plus le dire qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il va dire que le petit métier, excuse-moi le terme, je vous ai libéré l'espace. Je suis d'accord avec Diallo. Donc moi, je pense que c'est une mesure, voire liberticide, voire aussi une remise en cause de l'intégration africaine.
Bien sûr, Parce que c'est si on dit important qu'on de est le dire. partisan de l'intégration de l'unité africaine, je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il y a les principes de l'hospitalité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des Béninois qui sont au Gabon plus de 40 ans, 50 ans. Il y a des Maliens qui sont là plus de 50 ans, 60 ans. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette cohabitation, c'est une remise en cause aussi de la cohabitation entre des peuples aujourd'hui. Il faut connaître Des peuples frères. des exactement, peuples entre frères. des Africains. Je pense que cette mesure est à condamner, mais je pense qu'il Et n'est t'as pas trop vraiment tard. condamné. On peut le Du coup, retirer. Vous pensez quoi de la réaction du Bénin? Moi, je pense que la relation du Bénin est légitime dans la mesure, il a dit, hein, parce qu'en réalité, moi, si j'étais même si j'étais aujourd'hui des Maliens aussi, je vais réagir aussi. Hein, Le Bénin a été très modéré. Oui, c'est vrai, ils étaient modérés. On parle de classe, même la façon dont il a répondu. C'est l'élégance. Il a toujours l'élégance, c'est présent. En parlant de l'importance de la l'élégance, fraternité, en disant qu'il allait protéger ses ressortissants, mais sans pour autant condamner, sans pour autant envenimer la situation. Vous en pensez quoi rapidement? Oui, moi je pense que c'est la logique des autorités béninoises, parce que s'il arrive à condamner cela, ça risque d'aller très loin. Je pense que la diplomatie n'a pas besoin des médias. Il faut d'abord faire un travail au fond pour permettre d'apaiser la situation et trouver des solutions, au lieu de faire des discours ou des déclarations va-t-en-guerre qui ne vont pas résoudre les situations pour aider les différents peuples. Parce que ce que les peuples demandent, c'est le libre-échange, c'est de faciliter l'intégration entre les différents Baba, réaction je pense du Bénin. qu'ils ont eu des discussions entre les deux pays et je pense qu'ils ont compris que les Gabonais, en tout cas, les autorités gabonaises, on voit qu'ils font du rétropédalage et ils ont dû peut-être donner des garanties pour la sécurité et que ça ne va pas dans le sens de la stigmatisation. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont eu ce côté classe aussi. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci à nos différents invités. Donc je remercie donc Bala Cissé, maître Bala Cissé, donc avocat au barreau de Paris, docteur en droit public. Merci bien sûr à vous, docteur Poureko Diallo. Donc c'est un plaisir. Je remercie bien sûr monsieur Babadem, journaliste ici dans cette émission. Merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission L'Afrique dans tous ses états. Bye bye. Merci.